Tout de suite, le JT. Dimanche 25 mai 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous servir pour le journal de 13h. Bonjour et bienvenue à tous. À l'entame de cette édition, l'inauguration du stade olympique Maréchal Ledris Debitno, tant attendu par les amateurs et les fans du sport, qui devrait être une célébration du sport plutôt, a donné lieu à une mise en scène où les valeurs sportives ont été reléguées au second plan, au profit des discours partisans, de slogans orientation et d'un ton nettement politisé. Romnel Msengargar Madine, chose vue et entendue. Annoncée comme une fête du sport, cette cérémonie du 23 mai à Mandjafa a rapidement pris des allures de meeting. Dès les premières minutes, le ton était donné. Banderoles, t-shirts, effigies politiques, slogans sans lien avec l'événement, tout rappelait davantage d'une campagne électorale qu'un moment de communion sportif. Une confusion de genres qui interroge, voire dérange. L'instant aurait pourtant dû être consacré à la célébration des athlètes, à la reconnaissance des talents émergents, à l'hommage rendu aux anciennes gloires qui ont hissé haut les couleurs du Tchad sur la scène internationale. Hélas, ces rendez-vous a été instrumentalisé, dévoyé de sa mission initiale. La politique s'est arrogé la scène, réduisant les spectateurs au rôle de figurants dans une pièce écrite ailleurs pour d'autres objectifs. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer cette récupération d'un événement pourtant historique. Le stade de Mandjafa, moderne, imposant et conforme aux standards internationaux, aurait mérité un baptême à la hauteur de sa portée symbolique. Or, la cérémonie n'a donné ni la parole aux fédérations sportives, ni la visibilité aux disciplines locales, encore moins aux régions éloignées du centre, absentes de cet événement. Une fois de plus, l'impression d'un Tchad centralisé, confiné en N'Djamena, s'est confirmée. Le sport est, ou devrait être, un terrain neutre, un vecteur d'union, un espace d'émulation et d'espoir. Ce qui s'est observé à Mandjafa va à l'encontre de cette philosophie. Il est donc urgent de repenser la gouvernance des événements sportifs, réaffirmer leur autonomie, redonner la priorité aux athlètes, aux clubs, aux supporters et surtout protéger leur intégrité. Certains appellent désormais à l'élaboration d'une charte d'éthique pour les manifestations sportives qui interdirait explicitement toute récupération politique. Une telle charte, signée par les fédérations, les clubs, les autorités locales et les sponsors, poserait les bases d'une organisation plus saine, centrée sur les valeurs du sport et non sur les intérêts partisans. Ces rendez-vous manqués pourraient servir de point de départ à une réflexion de fond. La création d'un cadre clair, limitant les interventions politiques à leur strict minimum et confiant aux instances sportives la responsabilité de l'organisation est plus que jamais nécessaire. Le stade de Mandjafa restera une infrastructure d'envergure, mais pour qu'il devienne un symbole fédérateur, encore faudrait-il que cet événement soit à la hauteur de sa vocation. Le sport tchadien mérite mieux qu'un théâtre des slogans. Il mérite respect, dignité et neutralité. Et puis, la sécurité d'un président est une priorité pour tout État. Pourtant, il y a un paradoxe troublant qui mérite une réflexion. C'est le constat de ce vendredi dernier, dès les premières heures de la journée jusqu'au passage d'aller et de retour du président de la République pour l'inauguration du nouveau stade de Mandjafa. Suivez le constat de Madilem Alphonsine. 13 pays du continent figurent désormais parmi les 100 premiers pays mondiaux, démontrant ainsi un élan croissant en matière d'entrepreneuriat malgré de nettes disparités régionales. L'Afrique du Sud maintient sa position de leader africain, se classe au 52e rang mondial. Ce classement est dû à l'environnement favorable, au Stratupus, qui rassemble un grand nombre de jeunes entreprises innovantes, une présence importante d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises et des investissements importants. Il surpasse le Kenya
Kenya qui a progressé de 5 places pour atteindre la 58e place mondiale, suivi de l'Égypte 65e place et du Nigeria 66e place. Ces résultats reflètent la concertation des activités entrepreneuriales dans quelques pays clés où les infrastructures et le soutien institutionnel sont plus développés. Le classement des 10 pays africains s'est amélioré par rapport à l'année précédente, avec des gains particulièrement notables pour la Tunisie, plus 8 places, le Ghana, plus 7, le Kenya, plus 5 et le Maroc, plus 4. Malgré ces progrès, l'Afrique du Nord connaît la croissance la plus modeste du continent en raison d'une concurrence régionale intense et d'investissements qui restent limités par rapport aux autres régions. La croissance des stratus en Afrique reflète la transformation progressive de l'économie numérique du continent, portée par de jeunes entrepreneurs ambitieux et des initiatives locales tenues par des acteurs internationaux. Toutefois, la diversification des secteurs d'activité et l'amélioration des conditions d'affaires restent des pistes à explorer afin de valoriser durablement ces écosystèmes. Les progrès réalisés à l'horizon 2025 confirment que l'Afrique occupe désormais une position reconnue dans le paysage mondial de l'innovation avec des perspectives encourageantes pour les années à venir. Restons toujours en l'économie. L'agriculture est un aspect qui renferme l'économie tchadienne aujourd'hui. Elle fait face donc à d'énormes défis constants qui freinent son développement. Amatou Créo Justin se prononce sur les aspects qui entravent le développement agricole. Il est au micro de Vunba. L'agriculture ne devrait pas souffrir autant parce que c'est quand même un domaine sacré, parce que nous vivons grâce aux produits agricoles, d'élevage. Et c'est des domaines sacrés. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'a jamais été en milieu rural pour orienter des actions de développement. Donc, comme les conséquences, je dirais, on les ressent parce que l'investissement n'y est pas. L'investissement n'y est pas. Parce que les acteurs ne sont pas à leur position ou bien à leur poste qui devraient. Et l'expression de leur demande ne remonte pas de façon assez récurrente pour faire en sorte que ça influe directement sur les décideurs. Alors si nous autres, par exemple, on fait de plaidoyer, notre rôle c'est aussi de porter la voix des petits producteurs aux décideurs pour qu'ils puissent agir, intervenir pour régler un certain nombre de problèmes. Nous avons en 2014 lancé l'alerte pour que les interventions en désordre au niveau du pays ne peuvent pas permettre d'élever un changement. L'agriculture d'un côté, l'environnement de l'autre, et puis l'élevage, ainsi de suite. Il n'y a pas un cadre vraiment qui permette de coordonner mieux ces actions, parce qu'on agit sur le même milieu, ou on est dans le même milieu. C'est pourquoi les interventions sont en désordre. Si vous prenez par exemple l'interprétation de la loi 14, régissant la forêt, et les gens vont pour des broussailles à l'arrivée de la saison du pluie pour faire les semis, mais vous verrez, les gens de l'environnement vont empêcher les gens de débroussailler. Les gens disent que non, c'est interdit de faire la coupe. Vous voyez, c'est un peu une interprétation sur le signe du désordre. Parce que débroussailler ne veut pas dire que vous êtes en train de faire du mal à l'environnement. Et puis, la police nationale a présenté hier les criminels au commissariat central numéro 2 de Ndiari dans le 8e arrondissement de la capitale. Face à la presse, les présumés malfrats et des saisies impressionnantes ont été dévoilés, allant des munitions de guerre aux documents falsifiés en passant par des cargaisons d'alcool frélaté et des médicaments contrefaits. Fulbert Oumanang nous en dit plus. Ils sont 5 à avoir été interpellés dans cette vaste opération de démantèlement des réseaux criminels. Parmi eux, Issa Mohamed Abakar et Ayoub Binei Brouma, pris en flagrant délit de détention illégale de 1369 munitions, soigneusement dissimulées. Leur destination, l'Oguera. Le plan a échoué grâce à la vigilance des forces de sécurité intérieure. La police a également mis la main sur 105 cartons de boissons prélatées stockés dans des conditions douteuses, prête à inonder le marché noir et menacer la santé de la population. Autre révélation troublante, un chef de carré censé être un relais de proximité pour la sécurité du quartier hébergeait sciemment des voleurs. Lors de leur arrestation, 6 téléphones portables ont été saisis, éléments en charge, confirmant leur implication
dans un réseau actif de délinquance. La lutte contre la criminalité financière n'a pas été en reste. Un faussaire spécialisé dans les faux documents d'immatriculation a été appréhendé. Il agissait avec la complicité d'un réseau basé au Cameroun. Enfin, 44 cartons de médicaments contrefaits ont été saisis. Ce produit vendu à bas prix dans les marchés constitue un danger mortel pour la population, notamment les plus démunis. Prenant la parole, le contrôleur général Paul Manga, porte-parole de la police nationale, a salué l'engagement des forces de sécurité intérieure avant de remercier la population pour sa collaboration. Une fois de plus, félicitations à tous nos agents pour le travail. Et j'espère que ce n'est pas fini. Nous allons toujours continuer à traquer les derniers brigands qui errent dans nos quartiers. Et enfin, ces personnes interpellées ici seront mis à la disposition de la justice. Alors, gare aux brigands. Il a assuré que tous les suspects seront traduits devant la justice, réaffirmant ainsi la détermination des autorités à lutter sans relâche contre toute forme de criminalité. Le vélo, ce fidèle destrier datant qui permet aux citoyens de se déplacer, tend à disparaître de nos jours au détriment d'autres moyens de déplacement. Ce sujet a intéressé Moliang Evelyne qui nous en parle. Ce moyen de déplacement le plus prisé d'entre-temps, qui est le vélo, devient de moins en moins visible dans les rues de nos jours, éclipsé par le vrombissement des motos. C'est un peu nostalgique quand on pense à l'époque où il était le roi des déplacements, offrant une liberté simple et accessible à tous. Ce moyen de déplacement bénéfique et qui ne demande pas de carburant et ne dégage pas de fumée est économique pour son détenteur. Par contre, la moto est un moyen de déplacement rapide et peut faire de longues distances. Sa rapidité, sa capacité de parcourir de plus longues distances sans trop d'efforts, surtout dans nos villes qui s'étendent de plus en plus. C'est une réponse à un besoin de mobilité accrue, à un rythme de vie souvent plus aisé. Mais la disparition progressive du vélo soulève aussi quelques regrets. Il y a son côté écologique, bien sûr, silencieux et non polluant. Et puis, il y a l'aspect santé. Faire du vélo, c'est une activité physique douce et régulière, bonne pour le corps et l'esprit. Sans oublier son accessibilité économique. Un vélo demande un investissement initial et un entretien bien moins coûteux qu'une moto. La moto, avec la fumée qu'elle dégage, elle impacte négativement sur l'environnement. C'est pourquoi il serait important de revenir à son premier amour qu'est le vélo. Peut-être qu'on assiste à un changement d'usage plus qu'à une disparition totale. Le vélo pourrait retrouver une place de choix pour les trajets courts, les loisirs ou comme une alternative saine et durable dans des zones urbaines repensées. Qui sait, avec les préoccupations environnementales grandissantes, le bon vieux vélo pourrait bien avoir encore de belles pages à écrire dans l'histoire de nos déplacements. Et puis, le ministère de la Santé publique du Tchad, sous la direction du président Mohamed Idriss Déby Itno, a entrepris plusieurs initiatives pour renforcer le système de santé du pays. Quel est donc le bilan de ces réalisations de l'an 1? La réponse avec Roselyne Ndiakourouba. Le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, conscient de la santé publique de son pays, a entrepris plusieurs réalisations avec le ministère de la Santé publique et des Préventions, coordonné par Dr Abdelmadjid Abderrahim. En 2024, le ministère de la Santé a construit 15 centres de santé, 5 hôpitaux des districts et 15 hôpitaux provinciaux. Des projets sont en cours pour ériger 95 centres de santé supplémentaires, 30 hôpitaux des districts et 9 hôpitaux provinciaux. Grâce à un financement de la Banque mondiale, l'UNFPA a fourni des équipements médico-techniques d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA destinés à 88 districts sanitaires dans 12 provinces. L'UNICEF, avec le soutien de l'Alliance Gavi et de la Banque mondiale, a offert 48 véhicules et 500 motos pour faciliter la distribution des vaccins et la supervision des
activités sanitaires, notamment dans les zones reculées. Sur le plan de la réforme et partenariat stratégique, une délégation hongroise a collaboré avec le ministère pour renforcer les soins médicaux, notamment par la remise des médicaments, l'ouverture des salles de soins oculaires et la formation du personnel médical. Un plan opérationnel 2024-2026 a été élaboré pour améliorer la couverture du traitement préventif chez les femmes enceintes avec un budget de plus de 3,6 milliards de francs CFA. Le ministère a lancé le plan d'action national de sécurité sanitaire 2025-2029 en partenariat avec l'OMS pour renforcer la préparation du pays face aux urgences de santé publique. Malgré ces réalisations, certains défis restent à réaliser. Ces défis sont entre autres le manque de personnel médical qualifié, ce qui entrave la prestation de soins de qualité. Vu les constructions en cours, l'insuffisance d'infrastructures médicales en quantité demeure un défi majeur. Des maladies telles que la malnutrition, le paludisme et le cancer continuent de représenter des problèmes de santé publique significatifs. Enfin, l'année 2024 a été marquée par des efforts significatifs pour améliorer le système de santé au Tchad, notamment par la construction d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des partenariats internationaux. Cependant, des défis importants subsistent, notamment en matière de ressources humaines, d'infrastructures et de gestion de l'information. Le gouvernement tchadien continue de travailler pour surmonter ces obstacles et garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous. Réussir son examen est donc l'objectif fixé par tout élève, mais comment se prendre face aux examens de fin de l'année scolaire? Cette question a inspiré Elena Ibingirayo. Félicité. Voici son reportage. Réussir son examen, qu'il soit scolaire ou académique, demande une préparation minutieuse, notamment de lecture et de recherche aux apprenants. Mais l'on constate le plus souvent que ces derniers ne savent comment se prendre pour y parvenir. Pour le censeur du lycée de Walia 3, les études nécessitent une concentration de soi, mais ne pas attendre le jour de l'examen pour courir dans tous les sens. Pour réussir son examen, le candidat doit avoir une vue panoramique de ses leçons. Il faut être à jour pour ne pas avoir des surprises désagréables après les examens. Un examen se prépare depuis son entrée à l'école. Je sais que je suis élève et à la fin de l'année, je dois passer un examen. Que ce soit le passage en classe supérieure ou encore passer comme ceux de 3e ou terminale. Ils doivent se mettre au travail. Il y en a qui s'amusent, il y en a qui ne viennent pas en classe et ils attendent le dernier jour. C'est là où il y a toujours échec. Il faut aussi faire ses recherches propres et donc traiter les sujets, aller avec les autres pour lire et chercher. Mais bon, il y en a qui sont là, ils attendent seulement. Quand l'enseignant n'est pas là, ils croisent les bras. Pour varier les méthodes d'apprentissage, l'élève ou le candidat doit beaucoup lire, améliorer son mental pour des textes d'auto-vérification, créer des fiches de mémorisation, s'entraîner avec des exercices, éviter l'idée de tricherie, de fuite et d'autres. Ils doivent se concentrer sur ce qu'ils ont appris à l'école. Ils doivent se donner pour réussir, mais pas aller de gauche à droite chercher les fuites. Fuite maintenant, là, c'est difficile. Et d'abord, l'ONEX a changé la stratégie. Même les présidents de centre n'ont pas de sujet. Et il y en a qui n'attendent que ça. Donc moi, je leur dis de ne pas écouter. Et à l'heure actuelle, où l'informatique est là, il y en a qui saisissent des sujets, des faux trucs pour tromper, prendre de l'argent. Mais moi, je leur conseille de se concentrer sur ce qu'ils ont appris. En résumé, la réussite d'un examen repose sur une préparation rigoureuse, une stratégie efficace pendant l'épreuve et une analyse constructive après. Mettons terme à cette édition par cette actualité en bref. De ce matin à l'église évangélique coréenne numéro 1 de Moussal, située dans le 6e arrondissement de la capitale, une communion spirituelle pour le Tchad dans une atmosphère empreinte de ferveur et d'unité. Les fidèles de cette église
se sont rassemblés ce dimanche pour un moment de prière et d'adoration dédié à la nation tchadienne. À travers des chants et des prières, ils ont invoqué la paix et la prospérité pour le pays, réaffirmant leur engagement spirituel dans un contexte où la cohésion sociale et la stabilité demeurent des préoccupations majeures. Ce culte a été marqué par un rappel à la solidarité et à la fois illustrant le rôle essentiel des communautés religieuses dans la construction d'un avenir harmonieux et porteur d'espoir, signé Joséphine Koulibaly. Et c'est la fin donc de cette édition. Merci à la réalisation, merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez donc en compagnie de nos programmes. Au revoir et à demain.